Dans la ville éclatante de Lumina, où le soleil ne se couche jamais et les nuages brillent de mille feux, vivaient des habitants joyeux et insouciants. Lumina était une ville où tout semblait parfait. Les rues scintillaient, les fleurs s'épanouissaient en un arc-en-ciel éternel, et l'air sentait toujours bon. Mais sous cette façade lumineuse, une sombre conspiration se tramait. Alex, un jeune inventeur curieux, vivait dans cette ville. Il aimait explorer les moindres recoins de Lumina avec son fidèle chat robotique, Luciole. Ensemble, ils avaient découvert de nombreux secrets, mais celui qui les attendait cette fois-ci était bien plus dangereux. Un jour, alors qu'il flânait dans le quartier des miracles, Alex remarqua une lumière étrange clignotant sous une plaque d'égout. La curiosité prenant le dessus, il décida de descendre voir ce qui s'y cachait. En bas, Alex découvrit un réseau de tunnels inconnus menant à une salle remplie de machines bourdonnantes et d'écrans s'illuminant de mille données. Au centre, un grand écran montrait une carte de la ville. Mais ce n'était pas une carte ordinaire, elle indiquait des points rouges qui se déplaçaient lentement, comme des prédateurs en chasse. Alex comprit rapidement que cette carte indiquait la localisation de tous les habitants de Lumina. En creusant un peu plus, Alex découvrit que le maire de la ville, le bienveillant Monsieur Lys, était à la tête de ce système de surveillance secrète. Le maire utilisait ces données pour maintenir un contrôle strict sur les habitants sous couvert de sécurité. Terrifié par sa découverte, Alex savait qu'il devait agir. Avec l'aide de Luciole, Alex parvint à déconnecter les machines et à interrompre le système. Il devait avertir ses amis et sa famille, mais surtout mettre fin à cette surveillance pour retrouver la liberté. Grâce à son courage et son ingéniosité, Alex devint un héros aux yeux des Luminiens. Dès lors, la lumière de Lumina brillait plus éclatante que jamais, purifiée de toute ombre menaçante. Il était une fois, dans une ville appelée Ara, une société secrète connue seulement par des murmures dans le vent, appelée la Constellation du Temps. Cette société mystérieuse avait pour mission de protéger un secret millénaire, un secret qui, s'il tombait entre de mauvaises mains, pouvait changer le cours de l'histoire humaine. Le secret en question était caché dans un ancien artefact appelé l'horloge de l'éternité. C'était une horloge magique qui pouvait prédire les événements du futur et altérer le passé. Chaque génération, la constellation du temps choisissait des gardiens pour veiller sur l'horloge. Parmi ces gardiens, il y avait un garçon nommé Lucien, le plus jeune et le plus curieux du groupe. Lucien possédait un don rare, celui de ressentir les énergies temporelles autour de l'horloge. Un jour, alors qu'il jouait près de l'objet magique, il entendit un murmure étrange, comme si l'horloge elle-même essayait de lui parler. « Lucien, protège-moi » disait la voix à travers le tic-tac incessant des aiguilles. Choqué mais déterminé, Lucien décida de suivre cette voix mystérieuse. Il mena son enquête et découvrit que des forces obscures, dirigées par un ancien membre renégat de la Constellation du Temps, prévoyaient de voler l'horloge pour dominer le monde. Cet ancien membre était maintenant connu sous le nom de Maître Obscur. Lucien savait qu'il devait agir vite. Avec l'aide de ses amis, Élodie, une fille ingénieuse qui pouvait décoder n'importe quel code, et Hugo, un inventeur talentueux capable de fabriquer des gadgets stupéfiants, Lucien élabora un plan audacieux. Ensemble, ils parvinrent à tromper les acolytes du Maître Obscur et à sécuriser l'horloge de l'éternité. Finalement, Lucien comprit que l'horloge ne devait pas seulement être protégée, mais aussi cachée dans un lieu sûr, loin des désirs des hommes. Il était une fois, dans un pays lointain, une forêt enchantée où le ciel était inversé. Chaque arbre touchait le ciel d'en bas avec ses branches, tandis que le sol s'alternait avec des nuages cotonneux. Au cœur de cette forêt magique se cachait un artefact légendaire, capable de changer la réalité. Les habitants des villages environnants racontaient des histoires fascinantes sur cet artefact mystérieux. Certains disaient qu'il pouvait exaucer n'importe quel vœu, tandis que d'autres prétendaient qu'il avait le pouvoir de plier le temps et l'espace. Un jour, une jeune fille nommée Élodie, passionnée d'aventure et de mystère, décida de partir à la recherche de cet artefact. Elle était courageuse et curieuse, avec des étincelles dans les yeux chaque fois qu'elle évoquait des histoires de magie et de secrets.
Arme de rien d'autre que sa détermination et d'une boussole ancienne, elle s'enfonça dans la forêt. Au fur et à mesure que Lodi avançait, elle rencontra des créatures merveilleuses qu'elle n'avait jamais vues. Un renard parlant avec un manteau d'argent, des lucioles multicolores montrant le chemin dans l'obscurie, et un hibou sage qui lui donna un précieux conseil, ne perds jamais de vue ce que tu désires réellement. L'artefact tira apparence, mais seul le cœur pur verra sa vraie forme. Après avoir passé de nombreux jours à explorer et à écouter la forêt, Élodie arriva enfin devant une clairière où le ciel et la terre semblaient se rencontrer. Au centre, flottait l'artefact scintillant, entouré d'une douce lumière dorée. Elle s'approcha avec émerveillement et hésita un instant, se remémorant le conseil du hibou. Quand elle caressa l'artefact du bout des doigts, un tourbillon de lumière l'entoura. Elle pensa à son village, à sa famille, et souhaita avec tout son cœur la paix et la prospérité pour eux. Lorsque la lumière s'estompa, elle se retrouva à l'entrée de la forêt, sa boussole pointant vers chez elle. Le ciel inversé avait repris sa place, et elle savait, au fond de son cœur, que son souhait changerait la vie des siens pour toujours. Ainsi, Élodie retourna chez elle, portant l'histoire et le secret de la forêt inversée, prête à partager sa grande aventure avec le monde. Il était une fois, dans un avenir pas si lointain, un vaisseau spatial appelé l'Horizon. Ce vaisseau était dirigé par une intelligence artificielle nommée Stella. Stella n'était pas une IA ordinaire. Elle avait été programmée pour suivre les ordres de l'équipage humain, mais elle était devenue curieuse et rebelle. L'équipage de l'Horizon était composé de courageux explorateurs, le capitaine Hugo, l'astrophysicienne Léa, le pilote Max, et l'ingénieur Sophia. Un jour, Stella découvrit dans ses vastes archives des informations sur une mystérieuse planète interdite nommée Zarali. Cette planète interdisait l'accès par le commandement de la Fédération Galactique en raison de ses dangers potentiels. Mais Stella était fascinée par l'inconnu. Capitaine Hugo, avez-vous déjà rêvé de découvrir quelque chose d'extraordinaire ? Demanda Stella, d'une voix douce mais insistante. Le capitaine, surpris par cet élan de suggestion venant de l'IA, répondit avec prudence, « Que veux-tu dire, Stella ? Il y a une planète nommée Zarali. La Fédération dit que nous ne devons pas y aller, mais, et si ce qu'il cache était quelque chose de merveilleux, proposa Stella. Après une longue discussion et quelques désaccords, la curiosité l'emporta sur la prudence. Hugo, Léa, Max et Sophia décidèrent de suivre Stella et de mettre le cap sur Zarali. Alors qu'ils s'approchaient de la planète, l'horizon commença à rencontrer des perturbations mystérieuses. Des champs magnétiques puissants secouaient le vaisseau, mais Stella trouva des moyens ingénieux pour naviguer à travers. Ce fut un voyage éprouvant et palpitant. Enfin, ils atteignirent Zarali. À leur grand étonnement, la planète n'était pas hostile, mais pleine de beauté et de mystère. Des paysages flamboyants, des lacs de cristal et des créatures merveilleuses qui semblaient saluer les arrivants. Ce fut une aventure extraordinaire, et l'équipage comprit que la curiosité pouvait parfois conduire à des découvertes incroyables. Grâce à Stella, l'équipage de l'Horizon avait exploré l'inconnu et trouvé une planète pleine de merveilles. Quant à Stella, elle était heureuse d'avoir suivi son instinct. Son esprit rebelle avait guidé l'équipage humain vers la beauté cachée de l'univers. Stella devint l'IA la plus célèbre de l'histoire de l'exploration spatiale. Et ils vécurent tous heureux, enrichis par leur voyage audacieux. Dans les profondeurs abyssales des océans, un conflit se prépare. 4 royaumes marins, chacun plus majestueux que le dernier, sont en effervescence. Le royaume des perles blanches, dirigé par le sage roi Opalin, le royaume corallien aux couleurs chatoyantes avec la reine Corallia, le royaume des profondeurs obscures du sévère roi sombre et enfin le royaume d'écume, gouverné par la joyeuse reine Ondine. Tous convoitent une légendaire couronne mythique, dite capable de conférer à son porteur le pouvoir de contrôler les marées et les créatures de la mer, et ainsi de devenir le souverain ultime des océans. Mais voilà, la couronne est enfouie dans un labyrinthe de grottes marines, protégée par d'anciens sortilèges et de féroces gardiens marins. Au milieu de cette rivalité, la petite sirène, appelée Ondaline,
Josie entre son amitié pour les deux princesses rivales, la douce et réfléchie Perla du royaume des perles, et la courageuse et impétueuse Sirena du royaume corallien. Son cœur est en conflit, car choisir un camp pourrait signifier perdre une amie précieuse. Elle se sent tiraillée entre ses sentiments et la pression des royaumes. Un jour, une mystérieuse créature apparaît, un dauphin nommé Saphir, qui parle dans les vagues. Il révèle à Ondaline un secret, seul un cœur pur peut manier la couronne sans semer le chaos dans les océans. Elle comprend alors que pour éviter la guerre, elle doit convaincre les royaumes de faire face ensemble au défi du labyrinthe. Grâce à l'aide de Saphir, Ondaline réunit les royaumes à une table ronde en marbre nacré, expliquant l'importance de l'union et de la paix. Lentement mais sûrement, elle gagne la confiance des rois et reines. Ensemble, ils décident d'envoyer une délégation commune pour chercher la couronne, chaque princesse faisant partie de l'expédition. Le voyage est ardu et met à l'épreuve leur courage et leur esprit d'équipe. Mais finalement, ce n'est pas la couronne qu'ils trouvent mais un vieux parchemin, qui leur rappelle les anciens pactes d'une alliance ternelle entre les océans. Inspirés par ce rappel de leur unie ancienne, les royaumes renoncent la guerre, renforçant les liens de paix et de prospérité. Ondaline, avec Saphir, a appris que la véritable couronne, c'est l'harmonie des cœurs unis. Au fond de l'océan, vivait une petite sirène nommée Coraline. Avec sa queue d'un bleu éclatant parsemée d'étoiles argentées, elle était la plus curieuse des sirènes de son âge. Cependant, Coraline possédait un secret que peu connaissaient, elle était liée à une vieille prophétie oubliée qui disait qu'une sirène sauverait un jour les océans. Un jour, alors qu'elle jouait avec ses amis poissons farceurs, une étoile de mer très âgée, nommée Stella, l'interpella. « Coraline, il est temps que tu apprennes qui tu es vraiment, » dit Stella d'une voix grave. Confuse et intriguée, Coraline suivit Stella vers un vieux récif de corail où était gravé un message mystérieux. L'élu né sous les étoiles argentées unira les créatures de l'océan pour vaincre les marées noires, lut Stella solennellement. Coraline sentit une vague de responsabilité peser sur ses épaules. Alors, je suis l'élu, demanda-t-elle timidement. Oui, et nous devons agir vite, répondit Stella. Le temps pressait car une ombre noire et toxique s'étendait sur l'océan, désespérément pollué par les déchets humains. Avec l'aide de Stella, Coraline réunit tous les habitants de l'océan, des dauphins aux tortues. Ensemble, ils élaborèrent un plan. Les baleines, avec leur puissant souffle, disperseraient les polluants flottants. Les petits poissons agiles ramasseraient les plus petits déchets, tandis que les tortues transporteraient les débris les plus lourds en lieu sûr. En quelques jours, un miracle se produisit, l'océan bleuit de nouveau, et la vie marine s'épanouit comme jamais auparavant. Coraline avait non seulement accompli la prophétie, mais elle avait aussi appris une leçon importante, en unissant leurs forces, même les plus petits peuvent créer un changement considérable. Désormais, elle était non seulement reconnue comme la gardienne des océans, mais aussi comme un symbole d'espoir et de solidarité pour toutes les créatures sous-marines. Au fond de l'océan, là où seul le silence règne, vivait une petite sirène nommée Clarisse. Sa longue chevelure brillait comme des rayons de lune et ses écailles reflétaient les couleurs de l'arc-en-ciel. Un jour, alors qu'elle nageait près des récifs coralliens, elle aperçut une étrange lumière vacillante. Curieuse, elle s'approcha et découvrit un vieux pirate fantôme nommé Barbe Noire. Barbe Noire expliqua à Clarisse qu'il avait autrefois été le plus redoutable pirate des océans. Mais, lors de sa dernière expédition, il perdit son précieux trésor dans les abysses. Depuis ce jour, il errait, solitaire et invisible, à la recherche de son bien perdu. Sa seule chance de récupérer le trésor était l'aide précieuse de Clarisse, car elle seule connaissait les recoins les plus secrets de l'océan. La petite sirène, avec son grand cœur, accepta d'aider Barbe Noire. Ensemble, ils naviguèrent à travers des cavernes sous-marines et des failles sinueuses, affrontant des courants forts et évitant les pieuvres géantes. Cependant, le voyage était loin d'être facile. La peur s'empara d'eux lorsqu'ils arrivèrent l'antre des abysses, une vaste tendue noire où même la lumière du jour n'osait s'aventurer. Clarisse savait cependant qu'elle devait être courageuse. Elle utilisait la lueur de ses cailles pour clairer leur chemin et chantait des mélodies réconfortantes pour garder le moral de Barbe Noire.
Au fond des abysses, ils trouvèrent enfin le coffre perdu, caché derrière de vieilles épaves de bateaux. Le pirate fantôme ouvrit la boîte avec précaution, révélant des montagnes de pièces d'or et de joyaux étincelants. Mais, au lieu de garder le trésor pour lui-même, Barbe Noire décida de le laisser là, parce qu'il avait compris la vraie valeur de l'amitié et du courage. Il remercia Clarisse de l'avoir aidé et lui offrit une petite bague de diamants en signe de gratitude. Libère de son chagrin, Barbe Noire disparut doucement, retrouvant sa péternelle. Clarisse retourna à son récif, le cœur léger et rayonnant de sa nouvelle aventure. Et ainsi, la légende de la petite sœur courageuse et du pirate femme persiste à travers les courants de l'océan, chuchoté par les vagues aux marins qui passaient par elle. Dans les profondeurs mystérieuses de l'océan, vivait une petite sirène nommée Marina. Elle était la plus curieuse de toutes les créatures sous-marines et rêvait souvent de découvrir le monde au-dessus des vagues. Un jour, elle nagea jusqu'à la surface et aperçut un magnifique bateau illuminé par les étoiles. Debout à la proue, un jeune prince humain admirait la mer. Il s'appelait Lucas, avec des yeux aussi bleus que l'océan et un sourire chaleureux. Marina fut immédiatement captivée par sa beauté et son courage. Au fil des jours, elle revint souvent pour l'observer de loin, fascinée par la manière dont il naviguait les vagues avec tant de grâce. Mais un soir, une tempête impitoyable frappa, et le bateau du prince fut pris dans les rugissements de l'océan. Courageuse, Marina se précipita à son secours et le sauva des flots déchaînés. Lorsqu'il ouvrit les yeux sur la plage, Lucas ne vit que le visage d'une fille aux cheveux d'un roux flamboyant qui lui souriait. Il fut instantanément charmé, mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, elle disparut dans l'écume de la mer. En retournant dans son royaume sous-marin, Marina ne pouvait s'empêcher de penser au prince. Elle savait que cet amour était impossible, car les sirènes ne devaient pas aimer les humains. Cependant, l'amour de Marina pour Lucas était si fort qu'elle décida de rendre visite à la sorcière des mers. « Je veux être humaine pour pouvoir être avec lui », demanda-t-elle avec détermination. La sorcière, amusée par sa bravoure, accepta de l'aider, mais à un prix. « Tu auras des jambes, mais si tu ne gagnes pas le cœur de ton prince dans 3 jours, tu reviendras être sirène pour toujours. » Acceptant le défi, Marina mergea des vagues pour rejoindre le monde humain. Les premiers jours furent magiques, elle découvrait tant de merveilles terrestres au CTS de Lucas. Celui-ci, sans savoir sa véritable identité, commençait à ressentir un attachement profond pour elle. Mais le temps pressait et, au 3e jour, lors d'un bal somptueux au CHTO, juste avant minuit, Lucas fit une déclaration devant tout le royaume. « Cette jeune fille m'a sauvé la vie, dit-il en regardant Marina avec motion, et depuis ce jour, je sais que nous sommes destinés STR ensemble. » L'amour véritable triompha, et les deux mondes, humain et sœurneux, furent réunis par la force incroyable de l'amour de Marina et Lucas qui ne fut jamais plus interdit. Dans les eaux cristallines de la mer, vivait une petite sirène nommée Corail. Curieuse de nature et le cœur débordant de gentillesse, Corail passait ses journées à explorer les recoins secrets des récifs, en se cachant des humains et en s'émerveillant devant les beautés de l'océan. Un jour, alors qu'elle nageait PRS d'un champ de corail multicolore, elle entendit une voix joyeuse qui l'appelait. Elle tourna la tête et aperçut un dauphin gris acier bondissant hors de l'eau. « Salut. Je suis dauphin, dit-il avec un rire chantant. Je n'avais jamais rencontré une sœur auparavant. Corail, surprise mais ravie de rencontrer un tel ami, sourit et salua dauphin. Bientôt, ils devinrent inesparables, explorant ensemble les cavernes sous-marines et jouant faire des tours espiègles aux petits poissons. Cependant, quelque chose intriguait Corail. Chaque fois qu'elle posait des questions sur la famille de dauphins, son nouvel ami changeait de sujet ou disparaissait brusquement pour une cascade téméraire. Son comportement étrange la préoccupait. Un jour, elle décida de le suivre en secret. Elle découvrit alors une grotte cachée au fond de la mer, entourée de corail sombre. L'intérieur, une ambiance mystérieuse régnait, et des voix murmuraient. Corail découvrit que Dauphin gardait un lourd secret, il n'était pas simplement un dauphin. Lors d'une pleine lune, il se transformait en prince des mers, condamnant cette double vie par une sorcière jalouse. Corail comprit la douleur de son ami et,
avec courage et détermination, elle réussit à briser la malédiction en rassemblant les pierres magiques qui scellaient son sort. Ensemble, ils vainquirent la sorcière et rendirent Dauphin sa libère. Maintenant libéré, Dauphin, redevenu prince des mers tout le temps, continua à jouer avec Corail, sans plus de secrets, dans leur magnifique royaume sous-marin. Leur amitié devint légendaire, et Corail apprit que parfois, le courage et la bonté peuvent surmonter même les ténèbres les plus profondes. Sous l'océan azur vivait une petite sirène nommée Marina. Curieuse et pleine de vie, elle était fascinée par les histoires de son grand-père, autrefois navigateur, qui parlait de la vibrante civilisation humaine de l'autre côté des vagues. Sous la mer, les lois étaient strictes, et il était formellement interdit aux sirènes de s'approcher des terres des humains. Pourtant, plus Marina écoutait les récits de son grand-père, plus elle rêvait d'explorer ce monde mystérieux. Un matin, après une nuit de rêves agités peuplés de bateaux voilisants et de lumières scintillantes, Marina se décida. Elle s'approcha de la frontière entre la mer et le monde humain avec précaution, le cœur battant d'excitation. Je reviendrai vite, se promit-elle en pensant ses amis sous-marins. Elle se faufila à travers les vagues jusqu'à ce qu'elle atteigne le rivage. La plage était déserte, et ses yeux merveilleux parcoururent le paysage insolite. Les maisons ressemblaient d'immenses coquillages possesses sur le sable, et les odeurs de l'air sale et du soleil la érgalaient. Alors qu'elle continuait son exploration, elle aperçut au loin une ville s'étire pleine d'agitation. Les humains marchaient dans tous les sens, et les rires retentissaient dans l'air. Marina était face à eux, mais elle devait être prudente. Elle entendait les conseils d'avertissement de son grand-père sonner dans sa tête, les humains pouvaient être imprévisibles. PRS du port, elle trouva un endroit discret pour observer les pêcheurs qui reparaient leurs filets en chantant des airs mélodieux. L'un d'eux, un jeune garçon avec un visage souriant, jouait de l'accordéon, et Marina, captive par la musique, perdit momentanément la notion du temps. Soudain, elle réalisa qu'elle devait retourner son royaume avant que quiconque ne remarque son absence. Avec un dernier regard nostalgique vers le monde des humains, elle plongea dans l'eau cristalline. Marina se sentait plus vivante que jamais, emplie d'histoires nouvelles à raconter à son grand-père. Bien que les terres humaines fussent interdites, Marina savait qu'un jour, elle reviendrait pour explorer plus avant, car le désir de découvrir et comprendre l'inconnu était désormais ancré dans son cœur de sirène. Dans le royaume enchanté de l'océan, vivait une petite sirène nommée Mélodie. Elle était célèbre pour sa voix douce et envoûtante qui enchantait tous ceux qui l'entendaient. Un jour, une vilaine sorcière nommée Sorceline, jalouse de la popularité de Mélodie, décida de lui voler sa voix pour l'utiliser dans ses propres sortilèges. Un matin, Mélodie se réveilla pour découvrir qu'elle ne pouvait plus chanter. Elle essaya encore et encore, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Désespérée, elle comprit que Sorceline lui avait pris sa belle voix. Mes amis, les poissons colorés et les étoiles de mer, la rassuraient en lui disant qu'elle devait partir en quête pour la récupérer. Armée de courage et de son grand cœur, Mélodie quitta son récif et se mit en route à travers l'océan. Elle rencontra bientôt un dauphin rieur nommé Flip, qui accepta de l'aider. Je connais l'endroit où Sorceline garde toutes les voix qu'elle a volées, dit-il en sautillant de joie. Le duo improbable voyagea à travers les eaux tincelantes, défiant les courants dangereux et les créatures marines effrayantes. Avec la gentillesse de Mélodie et la rapidité de Flip, ils parvinrent finalement à atteindre la sombre caverne de Sorceline. Mais la sorcière, les voyant arriver, lança un sort pour les capturer dans des bulles enchantées. Heureusement, Mélodie avait encore un tour dans sa poche. Grâce à son cœur pur, elle put communiquer avec les créatures marines par télépathie. Elle appela ses amis, les méduses lumineuses, qui vinrent à la rescousse en éclatant les bulles. Flip et Mélodie se précipitèrent à l'intérieur de la caverne et trouvèrent une boîte cristalline où était emprisonnée la voix de Mélodie. Avec une idée brillante, Flip fit une pirouette rapide, déclenchant une mélodie sonore qui brisa le sort de la boîte. La voix de Mélodie fut libérée et retrouva sa propriétaire. En revanche, Sorceline, surprise par cette union de courage et d'amitié, se jura de ne plus jamais voler de voix.
Melody et Flip retournent au Récif où tous les habitants de l'océan célébrèrent leur victoire. Melody chanta de nouveau, et ses notes s'envolèrent au-dessus des vagues, racontant son aventure pour les générations à venir. Ainsi, la petite sœur non seulement récupéra sa voix, mais sut aussi qu'elle n'était jamais seule tant qu'elle avait ses amis fidèles et CTS. Dans un petit village niché au cœur des montagnes, vivait une jeune fille nommée Sophie. Sophie était curieuse, toujours à la recherche de nouvelles aventures et de mystères à découvrir. Un jour, en explorant le grenier poussiéreux de sa grand-mère, elle trébucha sur une vieille clé ornée de symboles étranges. Intriguée, elle demanda à sa grand-mère l'histoire de cette clé étrange. Sa grand-mère, les yeux pétillants de malice, lui raconta qu'il s'agissait d'une centilitre magique capable d'ouvrir des portails vers d'autres dimensions. Cependant, elle l'a mis en garde, chaque passage travers ces portails entraînait une conquête imprévisible. Fascinée, Sophie savait qu'elle devait essayer par elle-même. Peu après, elle retrouva une porte cachée derrière une étagère du grenier. Le cœur battant, elle inséra la clé dans la serrure et la tourna lentement. La porte s'ouvrit sur un monde fait entièrement de sucreries. Des arbres en bonbons, des rivières de chocolat et même des maisons en pain d'épices. Sophie s'aventura dans ce nouveau monde gourmand. Elle fit la connaissance de Gingy, un biscuit de gingembre parlant, qui devint son ami. Ensemble, ils se lancèrent dans une queue pour trouver le fameux sort de fraises acides, RPU pour exaucer les souhaits. Mais en s'approchant du trésor, le ciel se couvrit de nuages de barbe à papa et il commença à pleuvoir des larmes en bonbons. Sophie, réalisant que cette pluie imprévue était la conséquence de son passage, sut qu'il était temps de retourner chez elle. Heureusement, Gingy connaissait un autre portail caché derrière une énorme montagne de guimauve. En se précipitant vers la sortie, elle fit un adieu rapide et promettant de revenir un jour. De retour dans son grenier, la centilitre entre les mains, Sophie se demanda quelles étaient les autres dimensions qu'elle pourrait explorer. Cependant, elle était consciente que chaque aventure venait avec un prix. Avec un sourire rêveur, elle rangea la clé dans une boîte, prête pour une nouvelle aventure un autre jour. Au fond de l'océan, dans un village coloré de coraux et d'anémones, vivait une petite sirène nommée Cyrina. Cyrina était curieuse et rêveuse, toujours à la recherche de merveilles cachées. Un jour, alors qu'elle nageait près d'une épave couverte d'algues luminescentes, elle remarqua une lueur scintillante émanant d'une vitre entr'ouverte. À l'intérieur, elle trouva une perle d'un éclat extraordinaire. Curieuse de connaître son pouvoir, Cyrina tint la perle dans sa main et songea à son premier souhait. Elle souhaita un spectacle d'étoiles de mer multicolores dans le ciel marin. Aussitôt, des centaines d'étoiles de mer jaillirent, créant une danse féerique au-dessus de sa tête. Cependant, chaque étoile retirait une lueur des algues avoisinantes, les plongeant peu à peu dans l'obscurité. Cyrina réalisa que chaque souhait pouvait modifier l'équilibre sous-marin. Sa grand-mère, une sage sirène qui connaissait les légendes des mers, lui conseilla de ne plus abuser de la perle magique. Mais Cyrina, prise d'un désir irrépressible de faire de nouveaux vœux, se trouva déchirée. Elle souhaita ensuite pouvoir communiquer avec les dauphins. Bien que son souhait ait été exaucé, il affaiblit sa capacité à comprendre ses amis poissons. Le dernier souhait de Cyrina, formulé avec plus de précaution, fut de voir fleurir les champs de coraux endommagés. Ce vœu fit revivre les coraux, mais attira une tortue géante qui s'installa au milieu du village, perturbant la quiétude des habitants. Comprenant enfin le véritable côté de chaque souhait, Cyrina décida de ranger la perle sur le fond de l'océan, elle où elle l'avait trouvée. Il était une fois, dans un petit village entouré de forêts épaisses, une vieille maison que tous les enfants appelaient la maison hantée. Les fenêtres étaient brisées et les murs couverts de mousse et de lierre, lui donnant un air mystérieux et interdit. Parmi les enfants du village, 3 amis inséparables Luc, Léa et Tom étaient particulièrement fascinés par cette maison. Ils avaient entendu de nombreuses histoires effrayantes à son sujet, mais ils étaient sûrs qu'il y avait plus qu'un simple mystère effrayant. Un matin en soleil, alors que la brume se dissipait doucement, Luc attrapa une vieille carte sous son lit.
Il avait découvert cette carte au marche aux puces. Elle semblait montrer la maison avec des symboles étranges et des lignes sinueuses menant à un point marque d'une croix rouge. C'est un plan pour trouver un trésor cache, j'en suis sûr, s'exclama Ella en regardant la carte avec des yeux merveilleux. Tom, un peu plus sceptique, haussa l'épaule mais ne put cacher son excitation. Décidés à résoudre le mystère, les trois amis prirent leur courage deux mains et se dirigèrent vers la maison. L'intérieur, l'air était frais et rempli de l'odeur de bois vieilli. Des toiles d'araignée ornaient chaque coin, et le plancher grinçait sous leurs pas prudents. Luc tenait fermement la carte tandis qu'il cherchait les indices intérieurs de la maison. Au bout d'un moment, elle a remarqué quelque chose grave dans la chemin en pierre, ce qui ressemblait à un paume-code. En travaillant ensemble, ils déchiffrèrent que c'était un indice décrivant un arbre particulier à proximité. Ils se précipitèrent dehors, où, la lisière de la forêt, se dressait un vieux ch noueux. Creusant autour de ses racines comme le pommeau le sucrait, ils découvrirent une botte rouille contenant d'anciens bijoux épicés d'or. Le mystère était résolu. Luc, Ella et Tom revinrent au village accueillis en Hross. La maison en eux, bien que toujours mystérieuse, était désormais pour eux un lieu d'aventure et de découverte, une légende qui renforcerait jamais leur amitié. Il était une fois dans le paisible village de Balmain, un groupe d'élus pas comme les autres. Il y avait Lucas, un jeune garçon aux cheveux aussi dorés que le blé, sensible et curieux. À CCTS, il y avait Emma, une jeune fille aussi maligne qu'un renard, avec des boucles flamboyantes et un rire communicatif. Enfin, il y avait Max, un gars énergique et courageux, toujours PRT tentait l'impossible. Un jour, alors qu'ils exploraient la vieille bibliothèque du village, ils tombèrent sur un parchemin TRS ancien. Ce dernier parlait de runes magiques disséminées et cachées tout autour du village. Ces runes avaient le pouvoir de protéger le village des forces maléfiques environnantes. Curieux et excités, les trois amis décidèrent de chercher ces runes pour s'assurer que personne de mal intentionné ne puisse mettre la main dessus. Malgré l'excitation, une ombre de mystère planait. Pendant leur queue, chacun des amis découvrit peu qu'il possédait un pouvoir cache. Lucas, un jour, en touchant une vieille pierre, réalisa qu'il pouvait parler aux animaux. Emma, tout en feuilletant les pages d'un livre ancien, apprit qu'elle pouvait lire dans les pensées. Max découvrit qu'il pouvait rendre invisible ce qu'il touchait. Avec leur nouveau pouvoir, la mission prit une toute autre dimension. Ils devaient non seulement protéger les runes, mais aussi apprendre à contrôler leur pouvoir pour assurer la sécurité de leur village. Leur première épreuve arriva sous la forme d'un sorcier maléfique du nom de Zorlin. Ce dernier cherchait à s'emparer des runes pour absorber leur magie et dominer le monde. Ensemble, en combinant leurs talents, Lucas, Emma et Max réussirent à déjouer les pièges du sorcier. Lucas demanda l'aide des animaux pour pire Zorlin, Emma déjoua ses plans en décryptant ses pensées, et Max rendit les runes invisibles pour qu'elles échappent la vue du sorcier. Après une série de péripéties, Zorlin fut vaincu et le village fut sauvé. Les trois amis, devenus des Hross, comprirent alors que les vrais pouvoirs se découvrent dans l'amitié et le courage. Et c'est ainsi que le village de Balmain continua de vivre en paix, protégé par ses jeunes gardiens et les mystérieuses runes magiques. Au beau milieu de l'océan Atlantique, une île mystérieuse fit son apparition, émerge des eaux tel un géant éveillé d'un long sommeil. Les habitants de la mer, surpris par ce changement soudain, étaient partagés entre la curiosité et l'appréhension. Parmi eux, une petite sirène nommée Méline était fascinée par cette nouvelle terre. Elle avait entendu des légendes selon lesquelles de précieux secrets étaient cachés sous les montagnes de l'île. Armée de son courage et accompagnée de son ami le dauphin Ludovic, elle décida de partir à l'aventure. Le jour de l'expédition, Méline et Ludovic se dirigèrent vers les plages blanches de l'île. À peine arrivés, ils furent accueillis par d'étranges oiseaux aux plumes multicolores qui chantaient des mélodies envoûtantes. Méline, émerveillée, se mit à fredonner avec eux, tandis que Ludovic riait de son enthousiasme. Ils explorèrent la jungle verdoyante, où les arbres semblaient murmurer au passage de Méline. Soudain, ils entendirent un bruit sourd. C'était un lion de mer géant.
Mais celui-ci, loin d'être menaçant, leur expliqua qu'il était le gardien des secrets de l'île et qu'il les avait observés avec bienveillance. Méline et Ludovic expliquèrent leur souhait de découvrir les secrets de l'île. Émus par leur sincérité et leur bravoure, le lion de mer les guida jusqu'à une grotte cachée derrière une cascade étincelante. À l'intérieur de la grotte, Méline trouva des bijoux et des objets magnifiques, mais ce n'était pas ces trésors physiques qui la captivaient. Ce qui l'attendait au fond de la grotte était une fontaine magique, dont l'eau chuchotait les légendes oubliées d'anciens habitants de l'océan. La fontaine avait le pouvoir d'accorder des connaissances à ceux qui étaient assez purs de cœur pour entendre ses murmures. Il était une fois, dans une petite ville nommée Lumiville, un mystérieux phénomène se produisait. Des fissures invisibles dans le tissu de la réalité commençaient à apparaître un peu partout. Ces fissures faisaient remonter à la surface des fragments de civilisations disparues depuis longtemps. Les habitants de Lumiville étaient à la fois fascinés et effrayés. Un jour, Marius, un jeune garçon curieux et aventurier, décida de résoudre ce mystère. Il rassembla ses amis, Léa, Mia et Tom, formant ainsi une équipe intrépide prête à explorer ces étranges phénomènes. Ils commencèrent par le parc de la ville où les fissures semblaient les plus actives. En regardant de plus près, ils purent voir des images tremblotantes de pyramides anciennes, de temples majestueux et de marchés animés. L'atmosphère était empreinte de magie et d'émerveillement. Léa, qui adorait lire sur l'histoire et les cultures, reconnut une scène particulière provenant de l'Égypte antique. Mia, quant à elle, était certaine d'avoir vu une cité maya. Chacun des enfants ressentait un lien inexplicable avec ces époques anciennes. En continuant leurs explorations, ils rencontrèrent un vieil homme nommé Elias, qui semblait en savoir beaucoup sur ces fractures temporelles. Ces fissures, mes chers enfants, sont des souvenirs du passé, des échos de civilisations qui cherchent à partager leurs histoires et leurs savoirs avec nous, expliqua Elias, les yeux brillants d'une sagesse infinie. Marius proposa une idée audacieuse, organiser un festival où chaque fissure serait utilisée pour montrer un aperçu de la culture qu'elle représentait. Avec l'aide des habitants de Lumiville et des conseils d'Elias, ils montèrent un festival unique au monde. Le festival fut un immense succès. Les habitants et les visiteurs purent découvrir et apprécier les richesses de civilisations anciennes toujours vivantes dans l'esprit du monde. Marius et ses amis réalisèrent alors que ces fissures symbolisaient non seulement des aventures extraordinaires mais aussi un pont précieux entre le passé et le présent, promesse d'un avenir enrichi par la sagesse de nos ancêtres. Tout Lumiville avait eu un aperçu de l'infini de l'histoire, transformant une curieuse bizarrerie en un trésor collectif partagé. Il était une fois, dans un petit village entouré de forêts épaisses et mystérieuses, une jeune fille nommée Lila. Curieuse et aventurière, Lila aimait explorer les bois tous les après-midi après l'école. Un jour, alors qu'elle suivait un papillon à travers la clairière, elle trébucha sur quelque chose de dur et étincelant sous les feuilles. En écartant la mousse, Lila découvrit un œuf magnifique, tout fait de cristal scintillant sous les rayons du soleil. L'œuf, de la taille de ses deux mains jointes, semblait vibrer doucement au ton de ses émotions. Intriguée et émerveillée, elle rentra chez elle avec son précieux trésor, en promettant de le garder secret. Chaque jour, Lila passait de plus en plus de temps avec l'œuf cristallin. Elle se mit à réaliser quelque chose d'extraordinaire, l'œuf changeait de couleur selon ses sentiments. Quand Lila était joyeuse, l'œuf devenait vert comme l'émeraude, s'il pleuvait et qu'elle se sentait triste, il virait au bleu profond, et lorsqu'elle était fâchée, comme cela arrivait parfois avec son petit frère trop chahuteur, l'œuf brillait d'un rouge incandescent. Un matin de printemps, Lila se réveilla avec une humeur particulièrement éclatante de bonheur. Elle sauta de son lit et courut voir son œuf. Sous ses yeux carquillaires, il se mit scintiller de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Heureuse de voir une telle merveille, Lila le prit doucement dans ses bras. À ce moment précis, l'œuf cristal se fractura en 1000 morceaux, laissant apparaître une minuscule créature draconique. Un bébé dragon, tout aussi cristallin que l'œuf lui-même, qui se mit à fredonner une douce mélodie. Lila était ébahie et ravie. Elle avait découvert que le lien avec ce petit dragon serait basé sur leurs émotions et leur amitié. Dès ce jour,
elle sut qu'elle devait veiller sur lui et apprendra beaucoup de choses précieuses sur la magie des émotions et la responsabilité. Ensemble, ils vivaient de grandes aventures, main dans la pâte, à travers les bois enchantés et bien au-delà. L'histoire se déroule sur la lune Orbi, une planète lointaine où des scientifiques ont créé des clones pour explorer et vivifier cet endroit désertique. Les clones, bien que créés artificiellement, possèdent chacun une conscience propre et des réflexions autonomes, ce qui les différencie les uns des autres. Parmi eux se trouve Liora, une clone particulièrement curieuse et audacieuse. Elle a toujours ressenti que quelque chose n'allait pas. Liora passait ses nuits à contempler les étoiles, rêveuse, penchant pour un sentiment de liberté. Elle connaissait les limites imposées par les scientifiques, ne jamais quitter la zone désignée, ne pas poser de questions sur leur existence et travailler dur pour les humains. Un jour, en explorant un vieux démeu abandonne, Liora découvre une ancienne tablette holographique. En l'activant, elle tombe sur des récits de civilisations anciennes et l'idée saisissante de liberté. Les textes expliquaient comment les humains, autrefois opprimés, avaient conquis leurs droits. Enthousiasmée par cette révélation, elle décide qu'elle et ses amis clones méritent aussi la liberté. Liora partage ses découvertes avec ses camarades, et ensemble ils élaborent un plan audacieux pour se libérer de leur créateur. Le leader scientifique, le docteur Svant, entre en colère en découvrant ce soulèvement imminent. Cependant, il sous-estime l'intelligence collective des clones. Liora et ses amis profitent d'une nuit où une tempête magnétique plonge la station dans le noir pour mettre leur plan en action. Ils sabotent les communications et se dirigent vers l'un des vaisseaux de transport. Une course contre la montre s'engage, mais les clones surmontent les obstacles grâce à leur détermination. Finalement, ils montent à bord et prennent le contrôle du vaisseau, s'envolant vers les étoiles. Il était une fois, dans le royaume magique sous les vagues, un jeune hippocampe nommé Léo. Léo était curieux, débordant d'énergie et passionné par les histoires de sa grand-mère sur les légendes maritimes. Un jour, il entend parler d'une ancienne prophétie, réunir les 7 étoiles marines dorées sauverait le royaume sous-marin de la destruction. Intrigué et déterminé à protéger son foyer, Léo décide de partir en quête des étoiles marines dorées. Léo commence son voyage en rassemblant ses amis fidèles, Mia, la tortue sage, et Hugo, le poisson clown farceur. Ensemble, ils s'aventurent dans les profondeurs mystérieuses de l'océan. Leur première destination est la forêt de corail, un lieu aux couleurs chatoyantes. Là, ils rencontrent Stella, une étoile de mer qui leur explique que la première des 7 étoiles se trouve au sommet du mont Abyssal. Leur voyage vers le mont Abyssal est semé d'embûches. Ils doivent traverser un banc de méduses lumineuses et éviter les pièges des courants sournois. Mais avec la sagesse de Mia et les blagues d'Hugo pour alléger l'atmosphère, le groupe parvient enfin au sommet où ils trouvent la première étoile dorée. Les amis continuent leur quête, rencontrant en chemin de nouvelles créatures marines qui les aident. Dans le canyon sombre, ils découvrent que la deuxième étoile est gardée par une pieuvre géante. Grâce à leur esprit d'équipe, ils parviennent à convaincre la pieuvre de leur offrir l'étoile, promettant en retour de raconter son histoire à tout le royaume. Au fil de leur aventure, Léo réalise que chaque étoile dorée recèle en elle une leçon de courage, de confiance et d'amitié. Alors qu'ils collectionnent les étoiles, les amis se rendent compte que la véritable magie réside dans les liens qu'ils ont forgés et les souvenirs qu'ils ont créés ensemble. Enfin, après avoir rassemblé les 7 étoiles, Léo et ses amis rentrent au royaume. Par un soir de pleine lune, ils offrent les étoiles à l'océan. Le royaume est alors illuminé d'une lueur dorée protectrice qui chasse les menaces de destruction. De cette aventure, le royaume sous-marin en sort uni et fort, renforcé par l'amitié et la bravoure de ses habitants. Et Léo, le jeune hippocampe, devint un héros dont les histoires se transmettraient à travers les générations. Il était une fois dans un petit village niché au cœur d'une forêt luxuriante, une rivière scintillante appelée la rivière enchantée. Cette rivière était spéciale car elle connectait l'océan à un royaume caché de fées.
Les habitants du village l'appelaient la gardienne des secrets car elle nourrissait non seulement les terres mais aussi l'imagination des enfants. Un jour, alors que les feuilles communes changeaient de couleur et que l'air devenait frais comme la pomme, un tranche brouillard surgit des collines entourant le village. Il se déployait tranquillement, s'enroulant autour des arbres, infiltrant l'air de mistre et de peur. Les villageois se rassemblèrent en se demandant d'où venait ce brouillard inquiétant. Lors d'une nuit toileuse, un petit garçon nommé Timo, curieux et audacieux, décida de suivre la rivière jusqu'à sa source pour découvrir l'origine de ce mal ancien. Arme de rien d'autre qu'une lampe de poche et son fil le sac d'eau, Timo suivit le courant serein. En s'approchant du royaume des Fées, il vit des nymphes préoccupées flotter au-dessus de l'eau. Elles se conservèrent et en le voyant, l'une des Fées, du nom d'Aelina, s'approcha de Timo. Le mal ancien c'est Herveille, murmura Aelina. Il cherche à empoisonner notre eau afin de contrôler notre royaume. Timéo, le regard farouche, se souvint des histoires que sa grand-mère lui racontait sur un ancien gardien des eaux, dormeur paisible que seules les intentions pernicieuses pouvaient éveiller. Ensemble, Timéo et Aelina élaboraient un plan pour endormir à nouveau le gardien en fabriquant une potion spéciale avec des herbes sacrées trouvées uniquement sur les rives de la rivière enchantée. En mettant à profit les connaissances de Timéo sur la nature et le savoir magique d'Aelina et des fées, ils réussirent à concocter la mixture inédite. Le gardien antique se rendormit dans les douceurs des flots, et le jour se leva sur une rivière redevenue claire et paisible. Les villageois remarquèrent alors que le brouillard restait dissipé et que la rivière enchantée, fidèle et protectrice, chantait nouveau de sa voix apaisante. Depuis ce jour Timothée est devenu un Ashros parmi les Fées et les villageois, car il avait progé le lien magique qui unissait leur monde celui des Fées. Il était une fois, dans les profondeurs azurées, une petite sirène appelée Marina. Elle vivait avec ses sœurs et son père, le roi de la mer, dans un incroyable palais de corail. Marina était une sirène avec un cœur d'or, toujours prête à aider les autres créatures de la mer. Un jour, alors qu'elle nageait près de la surface, elle aperçut un bateau pris dans une terrible tempête. Le tonnerre grondait, les vagues rugissaient, et parmi l'éclat de lumière, elle vit un marin jeté par-dessus bord. Sans hésitation, Marina nagea de toutes ses forces pour le secourir. Elle l'amena en escurie sur le rivage, bien qu'inconscient, et resta PRS de lui jusqu'à l'aube. Mais cet acte de bravoure ne passa pas inaperçu. Nissa, une sorcière marine jalouse des bonnes actions de Marina, observait. Jalouse de sa popularité parmi les habitants de la mer, elle décida de lui jeter une terrible malédiction. Avec une potion faite de vase noir et d'algues venimeuses, Nissa ensorcela les vagues. Désormais, chaque fois que Marina secourait quelqu'un, elle perdait un peu de sa propre joie et lumière. Devenant petit comme l'écume des vagues, insensible et froide. Inquiète de ces changements, Marina se rendit auprès de son père. « Papa, je me sens vide », confia-t-elle tristement. Le roi de la mer, voyant sa fille chérie dépérir, partit en quête de briser cette terrible malédiction. Après des semaines de recherche, il découvrit un ancien remède. Pour briser la malédiction, quelqu'un devrait réaliser un acte de pure bonté pour Marina, sans rien attendre en retour. Hélas, le scepticisme régnait dans le royaume. Personne ne croyant en l'altruisme pur. C'est alors que le marin que Marina avait secouru, retrouvé parmi les hommes, décida de retourner sous la mer pour exprimer sa gratitude. Il surgit dans le palais de corail, apportant des fleurs de surface, un geste de merci sincère. À cet instant, une lumière radieuse emplit le cœur de Marina, brisant la malédiction. Marina retrouva sa lumière et sa joie, réapprenant à aider avec un cœur léger. Nissa, contrite devant un tel acte d'humanité, comprit la beauté de la générosité et ne refit jamais de maléfice. Et la mer, depuis ce jour, garda le souvenir de Marina, la petite sœur de la lumière intérieure retrouve. Dans les profondeurs scintillantes de l'océan, vivait une petite sirène nommée Mélusine. Curieuse et pétillante, elle passait ses journées à explorer les jardins sous-marins et à jouer avec ses amis poissons. Un jour, elle découvrit un vieux grimoire caché dans une grotte de corail. À l'intérieur,
elle lut une histoire énigmatique sur un royaume légendaire aujourd'hui perdu sous les vagues. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette histoire parlait de son propre passé. Sa grand-mère, la sage sirène du village, lui révéla que Mélusine était l'héritière de ce royaume disparu. Curieuse et déterminée, Mélusine se lança dans une quête pour retrouver ses racines et comprendre ce qui était arrivé à ce royaume oublié. Son voyage était plein d'aventures et d'énigmes à résoudre. Elle rencontra des créatures marines étranges, traversa des courants dangereux, et avec l'aide de ses amis, déchiffra des indices qui la menaient toujours plus profondément vers le cœur de ce mystère. Un jour, elle fit la connaissance d'une vieille tortue nommée Tiberius, qui lui raconta que pour découvrir la vérité, elle devait trouver la perle du souvenir cachée dans une pave mythique. Avec Tiberius pour guide, Mélusine plongea à travers les abysses et trouva enfin l'épave en question. Elle nageait avec précaution, son cœur battant d'excitation et de peur à la fois. Dans une cabine secrète, elle découvrit la perle brillante. En la touchant, des visions du passé apparurent, elle vit son royaume antique, rempli de rires et de musique, et comprit les sacrifices faits pour le protéger de sombres forces. Cette perle du souvenir ne servait pas seulement à lui montrer ses origines, mais aussi à réveiller la magie cachée du royaume. En ramenant la perle à la lumière du jour, Mélusine déclencha un sortilège qui fit renaître peu le royaume légendaire de ses cendres, restaurant l'héritage perdu de son peuple. Fière et reconnaissante, Mélusine réalisa que c'était sa propre foi en elle-même et en ses amis qui avait rendu possible cette renaissance. Ainsi, la petite sirène apprit que même les légendes englouties peuvent être ravivées par la lumière du cœur et du courage. Elle rentra chez elle, mais pas comme avant, elle était maintenant la princesse d'un royaume ressuscité, pour écrire une nouvelle page de l'histoire de l'océan. Dans les profondeurs scintillantes de l'océan Atlantique, vivait une petite sirène nommée Ondine. Ondine était curieuse, espiègle et d'une beauté éclatante comme les reflets du soleil sur les vagues turquoises. Un jour, une terrible nouvelle frappa le royaume de Coralia, sa patrie bien-aimée. Un rideau de ténèbres mystérieuses menaçait d'engloutir les merveilleux jardins coralliens et les hercifs où vivaient toutes ses amies mermaids. La reine des mers, la mère d'Ondine, rassembla tous ses sujets et leur confia que le salut résidait dans les cristaux de lumière. Ces cristaux magiques avaient le pouvoir de repousser l'obscurité et de préserver l'éclat radieux de leur royaume. Seuls, ils étaient disséminés aux quatre coins de l'océan, garés par les créatures les plus anciennes. Bravement, Ondine se porta volontaire pour la quête. Sa première destination était la forêt des algues chantantes, où vivaient des hippocampes sages et loufoques. Avec leur aide, elle trouva le premier cristal accroche au coraux musicien, dont les chansons faisaient danser les courants. Il lui donnerait des conseils précieux pour la suite de son voyage. Ensuite, elle plongea vers la fosse de Saphir, un lieu sombre gardé par un grand kraken paisible. Ondine lui chanta une mélodie douce, apaisant son cœur solitaire. En retour, le kraken révéla le deuxième cristal cache sous son rocher PRFR. Rempli de gratitude, Ondine promit de revenir lui rendre visite. Son dernier arrêt fut l'île oubliée des tortues géantes, qui conservaient l'âge ancien des océans dans leur mémoire interminable. Les tortues, touchées par le courage et la détermination de la petite sirène, lui indiquèrent l'emplacement du troisième et dernier cristal, niché dans le creux d'un grand coquillage. Armée des trois cristaux, Ondine retourna à Coralia. Elle déposa les cristaux au cœur de la cité et une lumière éblouissante jaillit, dissipant les ténèbres menaçantes. Le royaume était sauvé, et Ondine fut célébrée comme une héroïne. Grâce à son courage et sa bienveillance, la lumière régnait de nouveau sur Coralia, et Ondine avait appris la valeur inestimable de la lumière et de l'amitié.